Euh, Peut-être que tu peux commencer par nous expliquer. Il y a beaucoup d'images assez violentes dans le film, des animaux morts, etc. Et dès le début, on voit aussi des réactions très virulentes de la part du public. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire un film sur les loups? Quelles sont les réactions des gens? Ça a l'air des fois compliqué, on l'a senti dès le début. Ouais, c'était un animal compliqué, le loup. Alors, je sais pas si vous avez un avis, vous, parce que vous habitez finalement assez loin de là où sont les loups. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vrai que les loups, c'est des animaux qui sont des carnivores, hein, et qui sont des prédateurs. Et du coup, quand ils ont l'occasion d'aller manger des brebis ou des choses comme ça, ben, ils vont pas se gêner. Donc, du coup, ça a vraiment changé la façon de travailler des éleveurs, des bergers. Et du coup, ça a créé vraiment des tensions, quoi. Et du coup, on est dans l'excès. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux camps qui s'affrontent. On a les gens qui sont contre les loups et puis les gens qui sont pour les loups, parce que finalement les loups c'est quand même un animal qui est venu, comme je l'explique dans le film, naturellement en France parce que les conditions étaient favorables. Mais c'est vrai que c'est pas un animal, voilà, c'est pas un petit minou, quoi. Donc ça crée des problèmes et en fait ça va bien au-delà de l'animal. C'est ça qui est intéressant. Et moi, c'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet, parce que je suis vachement intéressé, passionné par le loup. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est les réactions des gens face à un retour, entre guillemets, de la nature. Alors, est-ce qu'on est capable d'accepter ça ou pas? C'est un petit peu le questionnement du film. Et vous avez vu évidemment dans le film qu'il y a des gens qui sont des éleveurs, qui sont des bergers et qui ne sont pas trop excités non plus. On a eu des réactions évidemment dans le cinéma que vous avez vu, j'en ai eu plein. J'ai même eu des menaces de mort de la part de certaines personnes. Mais il y a aussi des gens beaucoup plus calmes qui se disent ben voilà, il faudra faire avec. Pourquoi il y a des réactions comme ça aussi violentes? Ben, ces réactions, c'est un peu un retour à avant. Moi, j'appelle ça des réflexes un peu archaïques, c'est-à-dire que c'est des gens qui se disent, nous, on domine la nature, on est dans la nature chez nous, et on veut pas être embêté par ce prédateur. Et donc, c'est vraiment un état d'esprit, en fait. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui refusent complètement ça, cette contrainte-là, et d'autres qui l'acceptent. On va rapidement essayer de voir si vous avez des questions à poser à Jean-Michel Bertrand. C'est l'occasion parce que vous l'avez vu dans le film, il a plein d'aventures extraordinaires, donc n'hésitez pas. Est-ce que quand il y avait des loups à côté de vous, vous avez pas peur qu'ils vous mangent? Et non, justement, parce que le loup est pas dangereux pour l'homme. Alors, on a plein de croyances. Alors, il est dangereux pour les brebis, pour les moutons, mais c'est un animal qui n'est pas dangereux pour l'homme. Donc en fait, il n'y a pas de risque avec les loups. Si on parle d'animaux sauvages, de gros animaux sauvages, par exemple, on a plus de risques avec des ours. Chaque année, dans le monde, il y a des attaques d'ours sur des humains. Les loups, c'est vraiment rarissime et c'est souvent expliqué. Par exemple, quand il y a des attaques de loups actuellement, c'est souvent que ce sont des loups qui ont attrapé la rage, des loups enragés. Ça, on l'a plus du tout en Europe, on l'a en Inde, par exemple, et là, on a effectivement des attaques de loups. Mais c'est vraiment notre culture collective, toutes les histoires, le petit chaperon rouge, tout ce qu'on a pu entendre comme légende sur les loups, qui font qu'aujourd'hui, tout le monde est sûr que les loups mangent les enfants. Et en fait, j'ai même pas besoin d'être courageux quand je suis là-bas parce qu'il n'y a pas de risque. Donc voilà, c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Mais j'aimerais pas être une brebis. J'ai remarqué que le film que vous avez fait, c'était un peu comme un journal intime, un journal où vous racontez votre vie. Ça a pris beaucoup de temps ou pas ? Bah écoute, c'est bien vu parce que c'est tout à fait ça, ce type de film. Moi, ce que j'aime bien dans mes films, c'est de me mettre en scène, c'est-à-dire de faire partager aux gens ce que je vis. Alors évidemment, vous avez remarqué à la fin, il y a quelques images rapides sur le clip de la fin où on voit la petite équipe de gens qui viennent me filmer, qui sont des cadreurs, preneurs de son, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment comme un journal intime. Et là, le tournage s'est étalé sur 3 ans. C'est long. Alors, au fond, si le film il était déjà prêt et vous nous avez diffusé, pourquoi vous le sortez en janvier ?
Eh bien, parce que la date de prévue, c'est le 24 janvier et qu'on fait toujours des avant-premières pour commencer à le montrer aux gens. Et normalement, le film n'aurait pas dû être prêt maintenant au Festival Atmosphère. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été prévu au dernier moment de faire cette séance avec vous, parce qu'on ne savait pas du tout quand on allait le terminer. On avait peur de ne le terminer qu'au mois de novembre, où on avait un peu le temps pour le mois de janvier. Mais vu qu'il est prêt, on en profite pour le montrer. Tout devant, là. Ma question, c'est comment vous avez construit la maison? Alors, comment j'ai construit la maison? Alors, je suis désolé, je suis pas bricoleur et c'est pas moi qui l'ai construite. En fait, c'est un copain qui a construit la cabane et ce copain, il me la prête. Mais c'est un endroit de fou, hein. C'est un endroit, il faut marcher en hiver pour arriver à la cabane. Il faut marcher 5h30 avec des skis et des pots de phoque. En été, on s'approche un peu avec la mobilette ou avec un 4x4, mais il faut quand même encore marcher 3 heures. Donc, elle est vraiment paumée en pleine montagne. Elle est à 2000 mètres d'altitude. Et ce copain, qui s'appelle Thierry, qui est d'ailleurs le chasseur que vous entendez parler au début avec les lunettes, et c'est lui qui a construit cette cabane et qui m'en fait profiter. Donc on y va, comme ça elle est toujours ouverte, n'importe qui peut y aller. Mais vu que le coin est complètement paumé et que c'est quand même assez loin, il y a vraiment pas grand monde. Mais pour vous faire, alors je sais pas si ça vous fait envie ou pas, mais en tout cas avant-hier j'y étais à la cabane, avant-hier. C'est assez rustique quand même. Ah ben ouais, c'est rustique, mais on aime ça. Et puis il y a un poêle, donc c'est déjà le principal. Et c'est malheureusement, alors l'endroit est super bien placé, hein, c'est magnifique. Le seul problème, c'est qu'elle est, vous avez vu, sous ce surplomb rocheux, elle est exposée plein nord et on se caille tout le temps. Voilà, donc faut être un peu habillé. Et puis la nuit, on met le poêle en hiver. Et puis voilà. Alors tout au fond, il y a une question. Oui. Allô? Allô? Du coup, vous gagnez votre vie en regardant, en observant les loups ou... Ouais, vous vous rendez compte que je gagne ma vie en faisant ce que j'aime faire. C'est pas fabuleux ça? Ça fait envie quand même. Alors évidemment, je ne fais pas que regarder les loups, il faut quand même faire le film. Mais moi, je me régale à faire des films. C'est ma façon à moi, on va dire, de raconter des histoires. Et du coup, voilà, je gagne ma vie en faisant ce métier-là. Et je peux vous dire que c'est pas évident parce que il y a plein de gens qui veulent faire des films. Les places sont chères, comme on dit. Puis il faut se battre, il faut avoir envie, il faut que ce soit un besoin. Et puis à force de se battre, on rencontre des gens parce que les films, ça coûte cher. Donc il faut trouver des gens qui amènent de l'argent, ça s'appelle des producteurs. Et donc il faut avoir la confiance des producteurs qui disent tiens, il va nous raconter une histoire sympa, du coup on va mettre des sous là-dedans. Et du coup je vis de ma passion. On vous souhaite tous ça aussi. Alors, on vous souhaite tous ça, ouais, non mais c'est sûr. Et quelle que soit la passion, évidemment. Mais c'est vrai que la vie est très différente quand on a la chance de faire de sa passion un métier. D'où est-ce qu'elle vient votre passion et ça date de quand? Comment? Votre passion, elle date de quand? Alors ma passion pour les animaux, elle date vraiment de tout petit. C'est vrai que vous savez, il y a des enfants, ils collectionnent les timbres, il y en a qui sont sur les jeux vidéo, il y en a qui sont sur des trucs, des machins. Chacun a sa passion et moi c'était les animaux. Donc c'est vraiment un truc qui date, je ne saurais même pas expliquer le quand, de tout petit. Et très rapidement, j'ai quitté l'école assez tôt. C'est peut-être pas un bon exemple, mais j'ai quitté l'école à 16 ans, moi, pour faire des films. J'avais déjà envie de faire ça. Et du coup, j'ai travaillé pendant quelques années. J'étais moniteur de ski en hiver, donc j'étais saisonnier. Et puis l'été, je travaillais comme ouvrier forestier à l'Office des forêts. J'avais une pioche, on faisait les chemins, des trucs comme ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à être assistant sur des tournages, etc. Je vous passe les détails, mais j'ai réussi petit à petit, à force de me battre, à faire de cette passion mon métier. Oui, au milieu là-bas. Moi. Bonjour. Est-ce que votre cabane, elle est sûre, est-ce qu'elle est bien construite, elle est bien protégée? Ah ouais, elle est top. Elle est. Alors la façon dont elle a été construite, je vais tout vous dire, c'est qu'en fait, Thierry, il a eu l'idée de la faire là, donc il a fait des plans. Et puis en fait, il l'a fait construire par des jeunes qui sont dans un lycée professionnel, qui étaient notamment là, c'était des gens qui étaient dans la charpente, menuiserie et autres. Et en fait,
ces enfants, enfin ces jeunes, ces ados, ont construit la cabane dans leur lycée professionnel, sur plan. Et puis après, ils ont fait un héliportage. Ils ont monté tout ça avec un hélicoptère, ils l'ont posé et elle a été remontée sur place, donc un peu comme un jeu de Lego ou de construction. Et elle est super costaud, quoi. Elle est super costaud, bon, on se gèle, hein, évidemment, parce qu'elle n'est pas isolée, etc. Mais le but, c'est de se protéger des intempéries quand même, d'avoir un petit poêle dedans, d'être à l'abri, et surtout d'avoir un paysage de malade. C'est-à-dire, quand vous êtes là-dedans, je veux dire, l'écran, là, c'est plus que du 16/9, c'est panoramique. Et en fait, moi, je prends vraiment mon plaisir uniquement à être assis, à regarder par la fenêtre et à voir ce qui se passe. Alors les loups, ils passent pas souvent, évidemment. Les loups, ils sont discrets, ils sont difficiles à voir, mais il se passe toujours un truc. Puis même les lumières, enfin c'est fabuleux. Donc c'est vraiment un endroit, pour moi en tout cas, qui est complètement privilégié. Alors, on te voit avec le micro. Pourquoi vous avez fait un film sur les loups et pas sur un autre animal? Alors pourquoi sur les loups et pas sur un autre animal? Parce que justement le loup est un animal tellement intéressant à plein de points de vue. Intéressant déjà par sa vie elle-même, sa biologie, c'est-à-dire que l'animal est intéressant à étudier. C'est un animal qui vit en groupe, en famille. J'ai expliqué, vous avez vu un peu dans le film, l'histoire de la régulation, c'est-à-dire que ces loups, ils doivent pas être trop nombreux, parce que s'ils étaient trop nombreux au même endroit, évidemment, ils mangeraient toutes les proies, et à la fin, il n'y aurait plus rien à bouffer, et ils crèveraient de faim. Donc il y a des grands équilibres comme ça qui sont passionnants à observer. L'animal est super discret, donc très dur à voir, donc c'est un peu aussi comme une quête, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que tu vois un loup, c'est le choc, c'est la claque, c'est beaucoup d'émotions. Et puis après, il y a tout le côté, on va dire même social, politique, de la façon dont le loup est perçu, et qui m'intéresse aussi beaucoup. Moi, je trouve ça vraiment passionnant de voir comment notre société est capable d'accepter ou non un animal comme ça. Donc il y a vraiment, il y a pas assez d'une vie pour bosser là-dessus, quoi. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Elle est à quoi votre boisson verte? Alors la boisson verte, c'est du génépi. Alors c'est très alcoolisé. En fait, c'est une plante qui pousse dans les Alpes, très haut, au-dessus de 2500 mètres d'altitude. Tu as vu, quand je le ramassais, tu sais, dans des coins paumés, verticaux et tout. Tu cueilles ça, tu la fais tremper dans de l'alcool, puis après, tu as vu la recette, hein, après, tu fais un sirop de sucre, tu mélanges et tout. Et c'est un petit, en fait, un alcool fort, tu en bois un tout petit peu, hein. Et c'est super bon, et c'est une spécialité des Alpes. Et voilà, à consommer avec modération, comme on dit, mais ça fait quand même 45 degrés. Oui, attends un peu. Est-ce que j'en ai ramené? Alors évidemment j'en ramène, mais alors quand je vais voir des copains j'en ramène et tout, mais aujourd'hui j'en ai pas ramené parce qu'il n'y en aurait pas eu assez. Et vous n'avez pas l'âge, je crois, donc... Par contre, ceux qui vont râler, c'est les gens du cinéma, évidemment, qui auraient pu en goûter, mais non, il est à la maison. Vas-y. Excusez-moi, vous avez déjà vu quelqu'un tuer un loup? Alors, j'ai jamais vu personne tuer un loup pour de vrai. Par contre, j'ai vu des loups qui avaient été tués très récemment. Tu as vu ce loup pendu à la mairie de mon village, là, qui a été tué et puis pendu. Donc, on tue beaucoup de loups en France chaque année. Et c'est ce que j'explique aussi dans le film. C'est-à-dire qu'on a, en France, le loup est officiellement protégé. Mais en fait, il y a des dérogations de l'État qui permettent de tuer des loups pour protéger les troupeaux. Il y a souvent des abus là-dessus. Et il faut savoir que l'an dernier, par exemple, 200 loups ont été tués en France. Ils en ont tué 200. Donc c'est quand même pas mal pour un animal soi-disant protégé. Et en fait, on se rend compte que tuer les loups, ça amène une forme de satisfaction pour ceux qui ont envie de les tuer, mais ça ne règle pas grand-chose. Parce qu'un loup mort n'apprend rien, et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment anticiper avec une présence humaine, avec les chiens, etc., pour leur indiquer qu'il y a des endroits où ils ne doivent pas venir. Et c'est pour ça aussi que ces histoires de bénévolat qu'on a vu à la fin en Suisse ou en France, des gens comme vous qui viennent, qui connaissent rien et qui disent nous on va vous aider, vous êtes bergers, vous êtes emmerdés par les loups, vous dormez pas la nuit parce que les loups viennent, ils risquent d'attaquer le troupeau et tout, nous on vient, on se met sous notre petite tente au milieu du troupeau. Et puis on fait du feu, on écoute de la musique et pour éloigner les loups. Et du coup pendant ce temps le berger peut dormir.
c'est des techniques. Et en plus, non seulement la technique marche super bien, parce qu'il y a évidemment toujours quelqu'un, donc les loups vont pas venir, mais en plus, ça crée des liens. C'est ce que je raconte aussi, enfin c'est pas moi qui le raconte, mais c'est ce que j'ai voulu raconter dans le film, que raconte Dédé à la fin, l'éleveur, c'est qu'en fait ça crée des ponts entre les gens de la ville, les gens de la campagne, et les gens apprennent à se connaître. C'est beaucoup plus sympa, en fait, d'avoir des bénévoles comme ça qui viennent donner volontairement un coup de main bénévolement comme ça, plutôt que de se tirer dans les pattes et de se traiter de tous les noms. Les gens de la campagne, c'est des andouilles, les gens de la ville, c'est des andouilles. En fait, ça sert à rien, on n'avance pas. Donc il y a un côté très ouvert et très bienveillant. Même de la cohabitation, on voit bien que les animaux eux-mêmes, ils vivent ensemble en fait. Ah ben les animaux eux-mêmes vivent ensemble, ils sont obligés évidemment de vivre ensemble et de s'équilibrer, c'est toujours pareil. Ça c'est vraiment le message que je martèle au travers de tous mes films, parce qu'il y a toute une frange de la population en France et ailleurs en Europe qui dit les loups vont tout bouffer, les loups détruisent, tu vois, il y a des chasseurs qui disaient ils bouffent tout et tout, c'est faux. Les équilibres de la nature sont extraordinaires et justement on devrait s'en inspirer parce qu'on se rend compte qu'un animal comme le loup, qui est quand même un prédateur opportuniste, eh bien ne tue pas tout. Parce que s'il tuait tout, je le dis et je le répète, ben, il n'y aurait plus rien à bouffer et au final il n'y aurait plus de loup. Il n'y a que l'être humain, aujourd'hui en tout cas, qui est capable de tuer au-delà de ses besoins et de tuer par excès. Donc faut pas l'oublier, ça c'est un peu ma réponse aussi à tous ceux qui disent voilà il faut tuer les loups, ils sont cruels, ils bouffent tout. Non, les loups ils sont équilibrés et ils ont des systèmes de fonctionnement qui préservent leurs ressources et leur garde-manger et je pense qu'on ferait bien de s'en inspirer parce que nous humains on va beaucoup plus loin, donc on est un peu mal placé pour juger les loups, vous trouvez pas? Alors où est le micro ? Je voulais savoir si pendant votre parcours pour devenir réalisateur, vous avez eu du soutien de vos proches et si vous avez rencontré des obstacles particuliers. C'est une super question parce que c'est la base. Et j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui me faisaient confiance. C'est-à-dire qui ont toujours cru en moi et m'ont laissé aller au bout de mes rêves. Alors évidemment, il y avait des contrats, on va dire. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de quitter l'école à 16 ans pour faire des films, eh ben, mes parents m'ont dit, mon gars, tu quittes l'école, c'est très bien, mais du coup, tu vas bosser. C'est pour ça que j'ai travaillé en tant que saisonnier pour gagner de l'argent, parce que mais moi, mon deal avec mes parents, c'était ça. Je leur disais, mais vous allez me payer des études. Mais j'ai pas envie de faire ces études. Vous allez dépenser de l'argent pour me payer des études. Moi, je vous propose d'arrêter mes études là, de travailler et d'aller vers ma passion. Et c'est vrai que j'ai toujours été soutenu par mes parents et c'est essentiel. Et il y a malheureusement plein de gens dans toutes sortes de milieux, en plus, dans tous les milieux bourgeois, les milieux modestes. Il y a toujours toutes sortes de gens dont les parents rêvent un avenir à leurs enfants et leur imposent des choses et ne leur font pas confiance. Donc moi je suis pour la tolérance, l'ouverture, la confiance. Et évidemment, j'avais pas envie de décevoir mes parents. Vous comprenez bien. C'est-à-dire que si j'avais foiré, si j'étais pas arrivé, j'aurais été un peu merdeux devant mes parents, de dire voilà, j'ai voulu faire ça et tout, mais j'ai pas été capable de le faire. Donc en fait c'est un espèce de deal comme ça d'équilibre, mais que je trouve très sain et je trouve que c'est vers là qu'il faut essayer d'aller. Mais bon après voilà. Mais mes parents maintenant sont décédés malheureusement, mais je les remercie toujours dans ma tête et dans mon cœur de m'avoir fait confiance. Merci pour eux. Oui, on t'écoute. Combien de temps? Il est juste là. Ah oui, je vois. Combien de temps il faut pour reconnaître le bruit des animaux pendant la nuit? On t'a pas entendu, il faut que tu mettes... Oui. Combien de temps il faut pour reconnaître le bruit des animaux pendant la nuit? Alors, c'est une question sympa aussi. Combien de temps il faut pour reconnaître le bruit des animaux pendant la nuit? En fait, il faut plein de temps. Alors, quelque part, les animaux la nuit, c'est pas le pire.
parce qu'il y a les chouettes, il y a quelques espèces de chouettes qu'on reconnaît, il y a les cris que tu as entendus du chevreuil, du renard, des cris assez horribles d'ailleurs, qui font peur, et c'est ça qui est marrant. J'en profite, après je terminerai de répondre à ta question, mais je fais une petite parenthèse, parce que quand tu entends ces bruits du renard, un truc horrible et tout de suite, tu as l'impression qu'on égorge quelqu'un à côté de toi, et bien tu comprends bien que les gens qui ne connaissaient rien aux animaux, qui ne connaissent rien à la nature, qui n'avaient que des croyances complètement débiles et tout ça, et bien quand ils entendaient ça, ils disaient ça y est, c'est le diable, ça y est, il y a un meurtrier et tout, et ils avaient la trouille, et ils se pelotonnaient dans leur maison. Alors qu'en fait, moi quand je suis au milieu, au bivouac ou à la cabane et que j'entends ça, mais je suis trop heureux. Je me dis c'est les renards, tu vois. Donc c'est vachement important de savoir, de connaître pour pouvoir apprécier et ne pas diaboliser. Et puis après, le plus dur, c'est les oiseaux dans la journée. Par contre, les oiseaux dans la journée, je peux te dire que moi, tu vois, ça fait, j'ai 60 balais passés, je me suis toujours intéressé à ça et je me fais encore avoir aujourd'hui sur des chants d'oiseaux que j'arrive pas à reconnaître, tu vois, parce qu'il y a des petites variantes, des choses comme ça. Donc le plus difficile, c'est vraiment le chant des oiseaux dans la journée, les oiseaux diurnes. Alors le micro est juste là. On voit souvent dans le film que vous cueillez votre nourriture par vous-même. Est-ce que c'est tout le temps le cas ou vous en achetiez souvent? Que je cueille, oui, c'est ça, j'ai bien compris. Que je cueille ma nourriture par moi-même. Alors, c'est souvent le cas quand je peux, évidemment, mais on n'est pas du tout dans un mode survie où je mange que ce que j'ai sous la main, etc. Donc j'amène de la bouffe, j'amène des œufs, j'amène des pâtes, du riz, etc. Mais quand je peux, évidemment, la nature a tellement de choses à nous offrir que non seulement je le fais, parce qu'en plus je me régale. C'est super bon. Et puis, c'est toujours le côté un peu relatif, tu sais. Quand tu es chez toi, dans ton appart ou ta maison au chaud et que tu manges des pâtes au beurre, bon, c'est moyen quoi, tu vois, tu manges tes pâtes, mais quand tu es à la cabane, qu'il fait froid, que tu as marché, que tu as été dehors et tout, et que tu fais tes pâtes, eh ben tu t'éclates, tu es super heureux. Donc en fait ça a une autre valeur, tu vois. Et même le pinard, le vin. Tu vois, moi, le vin, ben, un petit coup de vin. Alors, évidemment, moi, je suis pas un grand, je bois pas du vin tout le temps sans arrêt. Mais n'empêche que tu bois ton petit coup de vin à la cabane, mais tu as l'impression que tu es en train de faire une fête de folie, quoi. Alors que tu bois un verre de vin chez toi, bon, ben, c'est banal. Tu vois, tout est décuplé. C'est marrant. Alors, où est-ce que ça parle Le micro est là-bas. Quelle émotion ça vous fait de voir des loups dans la vraie vie, savoir que vous êtes à côté d'eux? Alors, quelle émotion... S'il vous plaît, un peu de calme. Quelle émotion ça me fait de voir des loups dans la vraie vie et d'être à côté d'eux? Ben, c'est énorme, parce qu'en fait, on a l'impression d'être plongé dans un monde qui finalement est notre monde aussi, mais un monde parallèle au nôtre. Et donc c'est toujours des grands moments d'émotion, même quand les loups, qu'on les voit pas, de savoir qu'ils sont là, qu'ils ont leur impact, on va dire, sur la forêt, en chassant, etc. Le fait de savoir qu'ils sont là, et encore plus évidemment quand on les voit, c'est toujours des moments très très forts, parce que je crois que cet animal a à voir avec nous. Par exemple, l'animal, on va dire, le meilleur ami de l'homme, c'est quoi le meilleur ami de l'homme? C'est le chien. Eh bien, les chiens, tous les chiens, même les petits Yorkshire, les petits Chihuahuas, tous les petits comme ça, là, ils descendent tous des loups. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, dans la grande chaîne du vivant, on est quand même beaucoup plus proche, nous humains, des grands singes. On est plus proche des gorilles, des chimpanzés, des choses comme ça. Eh bien, malgré tout ça, le meilleur ami de l'homme et l'animal qui a été le plus domestiqué et qui permet vraiment aux gens de faire plein de choses et qui les rassure dans leur vie, etc., c'est les chiens. Et donc ça veut dire que l'animal, qui est la base de tous les chiens, a à voir avec nous. Et d'ailleurs, on le voit. Au néolithique, dans les temps super anciens, par exemple, il y avait les humains, dans leur village, dans leur campement plutôt, on va dire, qui étaient des chasseurs-cueilleurs, qui n'étaient pas sédentarisés.
Et puis il y avait les loups. Et quand les humains tuaient un animal, ils prenaient des trucs, ils prenaient de la viande et tout, puis ils laissaient la carcasse. Et derrière, il y avait les loups qui venaient pour manger les restes. Et puis quand les loups tuaient un animal et qui commençaient à en manger et tout ça, ben les humains passaient derrière et ils mangeaient les restes. Et il y a toujours eu comme ça ce destin parallèle. Et moi, je dois vous dire une chose, et je voulais le mettre dans le film, mais je trouvais que c'était peut-être un peu too much. C'est qu'à un moment, je suis tombé sur un cerf qui avait été tué par des loups, et il restait de la viande. Et ben moi, j'ai pris, avec mon couteau, j'ai pris le morceau de viande et je me le suis fait cuire à la cabane. Et c'était, voilà, je me suis régalé évidemment, mais aussi j'ai fait un grand voyage dans le temps et je me dis que ça, c'est des choses, même si c'est anecdotique pour moi, c'est des choses que des générations d'humains ont vécu. Donc il y a un truc entre le loup et l'humain qui est difficilement explicable, mais c'est peut-être pour ça aussi, pour répondre à la question du début, pourquoi est-ce que j'ai cette passion, pourquoi cet animal fascine. Ben, il y a peut-être aussi des explications au travers de ces parcours communs. Alors, et puis le loup, vite fait, est un animal qui vit en famille, un peu comme nous, et dont le but de la famille, c'est d'emmener les jeunes dans la vie, dans les meilleures conditions. Et après, les jeunes s'en vont, ils se dispersent. Et c'est un peu comme on disait tout à l'heure avec nos parents et tout ça. Il y a des similitudes aussi, sans faire d'anthropomorphisme et sans vouloir comparer complètement les loups aux humains. Mais n'empêche qu'il y a des similitudes dans la façon d'élever les petits, de mener la famille et de les emmener dans la vie, dans les meilleures conditions. C'est important. Juste, il va y avoir, parce que la séance s'enchaîne derrière, on va avoir 2 dernières questions et on va devoir s'arrêter là. Ah, quelle misère! Arrête de vous. Vas-y. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous vous levez le matin et il y a un ours devant votre porte? Alors, malheureusement, moi je suis malheureux de ça parce qu'il n'y a pas d'ours chez moi. Ça, c'est bien triste. Donc, j'ai jamais eu d'ours devant ma porte. Par contre, je me suis levé le matin où j'ai eu des loups tout près. Et là, je peux te dire que la journée est bonne, quoi. Quand tu as ça, tu te dis, c'est bon, tu n'as pas la peine d'aller jouer au loto. J'ai tout gagné, là. Alors, vas-y, tu vas finir. C'est bon? Et la dernière question. Elle est où? Elle est où? Elle est là-bas, hop, au fond, dans la lumière. Ah oui, je vois. Comment vous faites pour vous laver? Alors... Quelle dernière question? Alors... Je vais répondre, je me lave pas et je pue. Non, je rigole. Non, je me lave beaucoup moins. Je me lave beaucoup moins qu'à la maison, évidemment. Je pue un peu, je dois l'avouer quand je suis en montagne comme ça. Mais on se lave juste ce qu'il faut, parce que tu te laves avec de l'eau glacée. Après, des fois, à l'hiver, je la fais un peu chauffer, tu vois, avec le gaz et tout, mais tu essaies d'économiser. Et là, tu retrouves aussi la valeur des choses. C'est-à-dire que quand tu te laves, ben, c'est que c'est plutôt utile, quoi. C'est qu'il est temps de se laver, on va dire, tu vois. Alors, évidemment, je me lave quand même les dents et tout ça. Mais, et puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que j'ai pas vécu 3 ans à la cabane, non-stop, tous les jours. C'est-à-dire qu'à la cabane, j'y passe 1 semaine, 15 jours, des fois 3 semaines d'affilée. Donc c'est déjà pas mal. Et puis après, je redescends, ne serait-ce que pour recharger les batteries des caméras, des choses comme ça et tout. Puis boire un coup au bistrot aussi avec mes copains. Parce que j'habite dans le village qui est pas loin et que j'ai aussi un enfant qui maintenant est grand, qui a 27 ans, 28 ans. Mais j'allais voir mon fils, ma femme. Donc voilà, je suis pas un vrai ours, quoi, quand même. Mais je dois avouer que quand je suis à la cabane, je pue un peu. Alors, une dernière question, et ça s'arrête après. Est-ce que ça vous fait pas peur quand vous dormez dans la cabane qu'il y a un éboulement? Ah, est-ce que j'ai pas peur quand je dors à la cabane qu'il y a un éboulement? Ouais, c'est vrai que des fois j'y pense, cette falaise en surplomb, elle est monstrueuse, elle fait près de 100 mètres de haut, c'est des milliers de tonnes, mais en fait c'est une roche qui est très stable, et d'ailleurs tu le vois, en fait il suffit de lire la nature. Les falaises dangereuses, eh bien, c'est des falaises où il y a plein de déboulis au pied, plein de pierriers, comme on appelle. Et là,
tu te rends compte qu'au pied de cette falaise-là, il n'y a pas de rocher, il n'y a pas d'éboulis, ou très peu. C'est-à-dire que les pierres tombent très rarement, donc j'ai pas trop peur de prendre la falaise sur la figure. Je pense que j'ai beaucoup plus de chance, malheureusement, de mourir dans un accident de voiture ou d'avoir une connerie comme ça, plutôt que la falaise qui me tombe sur la tête. Donc pas de souci. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ou un mot du début pour tous ces jeunes que tu voudrais leur transmettre? Ben moi, le mot, il est tout bête. Bon, il dit déjà une chose, merci d'être venu. Parce que moi, voilà, vraiment. Non, mais c'est vrai. Merci d'être venu. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que quand on fait des films, évidemment, c'est pour partager des choses avec le public. Parce que s'il n'y a personne dans la salle, ben, c'est même pas la peine de faire des films. Donc merci d'être venu. Et la deuxième chose, c'est aller au bout de vos rêves dans la mesure du possible. Alors ça paraît un peu cucu de dire ça, mais je crois que la vie, elle est quand même pas très très longue, même si vous êtes jeune et que vous la voyez très longue devant vous, vous allez voir, ça passe relativement vite. Et je crois qu'il faut essayer d'aller au bout de ses rêves et de pas s'enfermer dans des obligations qui peuvent nous rendre malheureux dans notre vie. Voilà. Allez, Merci ciao. beaucoup.